Et bonsoir et bienvenue sur Parole d'honneur. Merci d'être là pour une émission qu'on a voulu consacrer à un des lieux les plus stratégiques du pouvoir à l'école, hein, à savoir l'école. Et on a voulu faire un focus plus particulièrement sur les manuels scolaires d'histoire, sur la question palestinienne, sur la question israélienne et sur la question coloniale aussi un peu plus largement. Alors, on sait que les manuels, hein, c'est un outil un outil d'éducation, hein, de transmission de l'histoire à l'école. Et donc, on va s'intéresser de plus près à la fois au manuel palestinien, au manuel israélien et aussi au manuel français, hein, sur la question de la Palestine, sur la question de l'identité israélienne, sur la question globalement plus coloniale aussi, avec un petit peu l'Algérie aussi et la Kanaki, avec toi aussi, Manel, hein, c'est ton sujet. Et pour ça, ce soir, on a un beau plateau. Hein, je suis très contente ce soir de vous avoir avec nous, puisque vous êtes tous des experts de la question, hein, d'une certaine façon. Vous avez réfléchi, vous avez écrit, vous avez travaillé sur cette question, vous l'avez investie, hein, cette question des manuels scolaires. Donc merci d'être là. Hein, vous allez pouvoir nous apporter un regard critique sur cette question qui n'est pas souvent abordée. Hein. On n'entend pas souvent ce sujet. Hein. Voilà. Donc ce soir, on a des invités en plateau et on a aussi une invitée qui est là à distance, qu'on va saluer. Bonjour Nourit. Bonjour. Donc on va commencer par ton travail. Avant, je vais présenter quand même les gens qui sont sur le plateau. Donc on a avec nous André. Bonjour. Bonjour André et bienvenue. Merci. Alors toi, tu es membre de l'UJFP, de l'Union des Juifs français pour la paix. Oui, et de l'association France-Palestine Solidarité également. Voilà. Et tu es là parce que tu as participé à un groupe de travail sur la question des manuels, sur la question de la Palestine, des manuels français récents. Oui, mais également travailler sur les manuels, faire venir Nourit et Samira Alayan sur les manuels israéliens et palestiniens dont il sera question. Voilà. Merci d'être là. Et il y a aussi Béatrice avec nous. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors toi aussi, hein, tu es membre de l'UJFP, de l'Union des Juifs français pour la paix. Et là, tu es là en tant que toi-même, en tant que militante, bien sûr, mais tu es aussi là parce que tu vas être la voix ce soir, la porte-parole d'une chercheuse. Alayan, qui va être présente et qui est de son travail, qui concerne donc les manuels palestiniens. Voilà, les manuels palestiniens, leur évolution est extrêmement intéressant. Travail vraiment qui va vous passionner, j'en suis sûre. Et puis on a aussi Manel Boubaker. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci. Bon, je suis contente que tu sois là. En plus, c'est la première fois que tu viens sur Parole d'honneur. C'est la première fois, oui. Bon, on est content. Alors toi, tu es militante antiraciste. Oui. Tu es aussi professeure d'histoire-géographie dans un lycée. Tout à fait, en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. Et tu es co-autrice et coordinatrice de ce livre, Entrée en pédagogie antiraciste, qui est sorti en 2023 chez Hachette Publishing et qui est en fait un ouvrage collectif de 26 contributions de professeurs, mais aussi de chercheurs, de personnel de l'éducation sur la question du racisme systémique à l'école, avec différents points de vue. Et dans le cadre de ce livre, j'ai participé à un certain nombre de textes et j'ai un texte personnel sur les pratiques d'enseignement décolonial, enfin des techniques, des outils pour enseigner une histoire décoloniale dans nos classes. Voilà. T'es un peu la prof de rêve qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était au lycée. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, et qu'on n'a pas eu. En tout cas, j'essaie de réfléchir à ces questions avec mes élèves. Et puis, on va la saluer maintenant et la présenter. On a Nourit Peled et Lanan. Bonsoir, Nourit. Tu nous entends bien ? Bonsoir, j'entends très bien. Alors, toi, tu es professeur des sciences de langage. Hein, tu as été co-initiatrice aussi avec la députée Leïla Chaïd du tribunal Russell sur la Palestine, hein, entre 2009 et 2013. Tu as aussi reçu une distinction, le prix Sakharov pour les droits humains. Donc c'est un prix accordé par le Parlement européen. Et donc ce soir, tu nous fais le plaisir de nous présenter ton travail qui se porte sur les manuels israéliens notamment. Merci de m'avoir invité à cette émission. Tout d'abord, je voudrais dire quelque chose. Et le colloque dont a parlé André, il y avait moi,
Samira Halayan, mais aussi Michael Walls de la Suède, qui est mort il y a quelques semaines et qui a fait un travail très intéressant sur la représentation des Palestiniens dans la pédagogie en Suède. Là-bas, il n'y a pas de manuel scolaire, mais les professeurs construisent leur enseignement. Alors, il a fait un travail très, très intéressant. Il était avec nous il y a quelques années et maintenant, il n'est plus. Alors, je voulais le dire. Bon, et vous pouvez lire le titre ici de ma présentation. La légitimation de l'exclusion et de l'élimination des Palestiniens dans les manuels scolaires israéliens entre 1994 et 2022. Donc ça, c'est Oui, le titre. Je vais dire tout d'abord que j'ai étudié seulement les livres de l'éducation générale laïque en Israël et j'ai pas étudié l'éducation orthodoxe, j'ai étudié l'éducation dans les colonies, dans les territoires occupés. Et puis, j'ai choisi de commencer en 1994 parce que c'était justement après les accords de Oslo et je pensais peut-être il y aurait un changement. Et cette présentation est basée sur mes 2 études et les voilà, mes 2 livres, vous pouvez lire. La Palestine dans les manuels scolaires israéliens, idéologie et propagande dans l'éducation de 2012, et l'éducation sur l'Holocauste et la sémiotique de l'altérisation dans les manuels scolaires israéliens de 2023. Très bien, on peut commencer du coup avec la question Fanon, comment les oppresseurs se comportent-ils? Ma question, comment les oppresseurs éduquent-ils leurs enfants? Oui, alors je basais cette question sur la question de Fanon, mais vraiment je voulais voir comment est-ce qu'on éduque les enfants à devenir ces gens-là? Oui, qui peuvent tuer une petite fille de 11 ans, ça ce sont des soldats israéliens. Oui, tuer une petite fille de 11 ans sous le prétexte qu'elle avait un couteau de cuisine à la main et des gens qui regardent cet acte et prennent des photos et tous ces gens-là croient que cet acte est juste et que cet acte leur sauve de quelque chose de plus grave, leur nation. Alors ma question a été comment est-ce qu'on arrive à cela? Est-ce que vous pouvez lire le titre ici? Alors, les Palestiniens sont des homo sacer que quiconque peut tuer impunément. Oui, voilà, c'est ça la situation en Israël. Alors, je me suis demandé comment est-ce qu'on arrive à cela? Oui. Ah, je veux bien lire. Le désir de ne pas enseigner. L'État d'Israël n'a jamais encouragé l'éducation à la paix ou de rencontres officielles entre des étudiants juifs et palestiniens. Le sujet de la paix et la coexistence n'est jamais devenu une partie formelle du programme d'études. Oui, je dis une partie formelle parce qu'il y a des initiatives privées, il y a des écoles privées où des enfants juifs et arabes étudient ensemble, mais ce n'est pas l'initiative du ministère ou du gouvernement. Il n'y avait jamais un encouragement à cette éducation-là. Et oui, continuez à lire. Béatrice? La fonction des manuels scolaires. Les livres scolaires d'histoire, de géographie et d'instruction civique doivent légitimer l'État et ses actions, reproduire le récit national et créer un passé utilisable pour les citoyens de l'avenir, beaucoup plus que de relater des faits précis. Les livres scolaires israéliens doivent légitimer le sionisme aux étudiants, tant juifs que palestiniens et arabes, et reproduire une identité nationale territoriale juive. C'est Bargal en 2003. Ouais. Alors, l'exemple, c'est d'un livre pour les enfants de 10 ans et les parents ont découvert tout d'un coup que c'est ça ce que leurs enfants étudient et étaient scandalisés. Alors, lisez ça.
Donc, c'est l'histoire de la patrie en 4e année de l'école, le discours d'une fille de 12 ans, Moria, à ses invités à l'occasion de son anniversaire. Chers invités, je vous remercie d'être venus dans notre belle colonie Ofra. Nous savons qu'il est un commandement sacré de s'installer sur cette terre et de poursuivre la voie des pionniers dans le pays de la Bible, dans notre colonie d'Ofra. Hein, Ofra, tu écris que c'est l'une des premières colonies illégales construites sur les villages palestiniens d'Ain Yabroud et Silwad en 77. Oui, et ça continue. Il y a des gens qui pensent que nous n'avons pas le droit de vivre ici à Ofra parce que les Arabes vivaient ici pendant que le peuple d'Israël était en exil. La colonie dans cette région est justifiée, à notre avis, par la Bible et la tradition et est importante d'un point de vue sécuritaire. Nos maisons ont été construites sur des terres de l'État et nous essayons de maintenir de bonnes relations avec nos voisins arabes. Et alors, des experts ont été invités à réfuter tout ce qui est dit ici. Ce n'est pas un besoin de sécurité, ce n'est pas un commandement de la Bible, et tout ce mythe de l'exil de 2000 ans est un mythe, etc., etc. Mais c'est ça l'histoire que les enfants apprennent, et c'est ce qui nous montre qu'est-ce que ça veut dire de créer un passé utilisable. Maintenant, cette petite fille, cette fillette Moria et ses amis peuvent continuer à vivre tranquillement sur ce qu'ils appellent des terres d'État, c'est-à-dire les terres confisquées aux Palestiniens, et tranquillement, c'est-à-dire ils se sont justifiés. Maintenant, les livres scolaires israéliens sont une industrie privée. Chacun peut un livre, et il y en a des centaines de livres pour chaque sujet, et les professeurs peuvent choisir ce qu'ils veulent, mais tous les livres doivent être autorisés par le ministère de l'Éducation, et pour cela, ils doivent avoir une base commune idéologique qui est fait de quelques suppositions indiscutables. Vous voulez lire les suppositions? Point commun, donc le point commun idéologique de tous ces livres, c'est les suppositions existentielles, les droits naturels et historiques des Juifs sur cette terre. Qu'est-ce qui peut ou pourrait advenir? Les citoyens palestiniens constituent un problème démographique qui pourrait devenir une menace démographique et même un cauchemar démographique qui n'était pas contrôlé. Les Palestiniens non citoyens des territoires occupés sont une menace permanente qu'il faut contrôler. Tous les Palestiniens sont considérés comme des Philistins, des terroristes assoiffés de sang et bellicistes. Un État juif, une majorité juive, un contrôle israélien pour... C'est très important de dire ça. Oui. Un contrôle israélien pour éviter un nouveau holocauste. Comment garder une majorité juive? Que faire avec les autres? Oui, alors tout ça, c'est pour éviter un nouveau holocauste. C'est le plus important. Tout ce qu'on fait aux Palestiniens et tout ce qu'on fait à la Palestine nous protège d'un nouveau holocauste, cette fois des mains des Arabes. Les mains des Arabes que Ben Gurion déjà a appelés des Arabes nazis. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Comment on traite les autres? Alors, j'ai pris cette citation de Zygmunt Bauman qui parlait justement des Juifs à l'Europe antisémite, nazie, mais ça correspond tout à fait à ce qu'on fait en Israël. Vous pouvez lire? Une pratique qui combine des stratégies d'architecture et de jardinage au service de la construction d'un ordre social artificiel en coupant des éléments de la réalité présente qui ne sont pas en harmonie avec la réalité parfaite fantasmée et ne peuvent être changés dans l'état actuel des choses. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent pas être changés. Ils ne peuvent être changés parce qu'ils sont traités comme une race. C'est ça le racisme. Oui, les gens qui sont traités comme une race de peuple qui ne change jamais. Et maintenant, les Palestiniens, dans les livres scolaires, ils sont absents.
on ne le voit pas, on ne sait rien de ce peuple, on ne sait rien de ces gens-là, et soit des citoyens, soit des non-citoyens dans les territoires occupés. Et aujourd'hui, même ce que vous voyez ici n'existe plus dans le livre aujourd'hui. Et dans tous les livres, dans aucun des livres, on ne voit une photo, par exemple, d'un Palestinien comme nous. Vous pouvez lire? Les Palestiniens, donc, c'est des problèmes. Ils sont rarement dépeints. Quand ils sont dépeints, ce n'est jamais comme des personnes humaines modernes, productives, individuelles, mais comme des stéréotypes des problèmes et menaces qui constituent pour les Israéliens. Il y a le problème des réfugiés, le problème du développement, le problème démographique et la menace sécuritaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le problème? Le Palestinien, c'est un problème pour les Israéliens. Alors, un certain monsieur Eli Barnavi, que vous connaissez, a écrit quelques livres scolaires, et c'est comme ça qu'il a décrit le problème palestinien. Voilà le problème palestinien. Oui, il n'y a rien de palestinien ici, il n'y a aucun palestinien ici, mais lui, il a décrit ça comme problème palestinien. Voilà ce qu'il écrit. Lisez, s'il vous plaît. Le problème palestinien mûrit dans la pauvreté, l'inaction et la frustration qui était le destin des réfugiés dans leur camp pitoyable. Oui. Continuez. Est-ce qu'il s'agit de Eli Barnavi, celui qui a écrit ce livre? Ouais, je crois que la réponse est oui. D'accord. C'est bien lui. Alors, on continue? Tu veux lire la citation? Oui. Vas-y, Béatrice, je te sentis que tu étais lancée. Vas-y. Bien qu'Israël soit sorti victorieux de la guerre de survie qui lui avait été imposée, le problème palestinien allait empoisonner pour plus d'une génération les relations d'Israël avec le monde arabe et avec la communauté internationale. C'est toujours Eli Barnavi. Et moi, je me suis demandé pourquoi il a choisi cette photo-là. Et le verbe empoisonner me donne une idée. Oui, parce que vous savez, quand il y a de l'eau stagnante, ça apporte des maladies. Oui, ça empoisonne. Sinon, je n'ai pas je n'ai aucune idée pourquoi il a choisi cette photo-là pour représenter les Palestiniens, le problème palestinien. C'est pas le problème des Palestiniens, c'est le problème que le Palestinien constitue pour les Israéliens. Continuez. Bien qu'Israël soit sorti victorieux de la guerre de survie qui lui avait été imposée, le problème palestinien, allait empoisonner pour plus d'une génération les relations d'Israël avec le monde arabe et avec la communauté internationale. Et c'est dans Modern Times, page 239, je crois, au parti 239. Oui, ça c'est le nom du livre. Oui. Et maintenant, comment est-ce qu'on représente les Palestiniens si on ne les représente pas comme personne? On les représente d'une façon abstraite. C'est-à-dire, quand il y a une photo qui représente les Palestiniens, on ne voit pas des êtres humains. Alors ici, c'est le camp de réfugiés Jabalia, que vous savez qui n'existe plus, mais qui était un des endroits les plus populés du monde. Mais nous avons ici un photographe d'en haut où on ne voit rien. Et j'ai cité ce sémioticien, linguiste Van Leeuwen, qui a appris des Hollandais et la façon dont il représente les immigrants. Mais ça correspond exactement à ce que nous voyons ici. Vous voulez lire? L'angle de vue du pilote qui vole trop haut pour être capable de voir les gens sur lesquels il jette ses bombes. C'est l'angle de la connaissance objective qui cause la disparition des détails et des personnes. Et c'est de la sorte de connaissance que l'éducation est encore principalement occupée à reproduire. Quand il s'agit des gens que nous ne voulons pas parmi nous. Voilà un autre exemple. C'est un checkpoint. Et un checkpoint qui n'est pas stable. Un jour ça existe, un jour ça n'existe pas, mais comme vous voyez, il est vide.
les gens contre lesquels il a été établi ne sont plus là, ne sont pas là. Il y a seulement la menace, mais les gens ne sont pas là. Et quand vous présentez la situation d'une façon abstraite, vous pouvez aussi poser des questions abstraites ou rationnelles, qui veut dire, Oui, alors les questions, quelle est l'utilité du checkpoint à votre avis? Comment sert-il la défense de notre démocratie? Citer un avantage et un désavantage de la détention administrative, hein, ça c'est les questions qui sont posées dans les manuels, hein. oui, juste après cette photo. Ici, les questions sont ici. Et avant la photo. Et les enfants d'Israël, les enfants juifs n'ont jamais vu un checkpoint. Et ils n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est qu'une détention administrative. Ils n'ont jamais vu ça. OK? Ça, c'est un checkpoint chaque matin. Et ça, c'est une détention administrative, mais ce sont des choses qu'ils ne voient jamais, qu'ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce que fait l'abstraction quand on rend des êtres humains en abstraction? Qui veut dire? Abstraction. Par-dessus tout, l'effet de l'abstraction est que les règles morales et éthiques n'interfèrent pas lorsqu'on a affaire avec la catégorie concernée. Bauman, Oui. 1989. Si dedans devient un problème, il faut résoudre le problème. Oui, il fallait résoudre le problème juif. Il faut résoudre le problème palestinien, mais on ne voit pas les gens. Maintenant, je vais vous montrer autre moyen de légitimation du régime d'apartheid. Et qui veut dire ça? Les citoyens palestiniens doivent être mis à l'écart car ils sont les ennemis parmi nous. Nous devons préserver la terre de la nation et la protéger des invasions illégales par des populations non juives et acquérir de la terre pour le développement afin d'empêcher une continuité territoriale des implantations non juives par peur qu'une continuité arabe provoque le détachement de la Galilée de l'État d'Israël. Oui, maintenant, le texte parle des citoyens. Alors pourquoi le texte dit invasion illégale? Les citoyens peuvent vivre là où ils veulent. Et un autre moyen de légitimation ou aussi d'exclusion est la cartographie de l'exclusion, qui veut dire Ah, tiens, la prof d'histoire géo, c'est pour toi ça. C'est pour moi, j'aime bien la géo, moi. Une cartographie de l'exclusion, la population arabe Israël en 2000, silence géographique, une région dont on n'a pas les données. Oui. Alors ici, vous ne savez pas l'hébreu, mais c'est une carte qui vous montre la population arabe, mais il n'y a aucune ville arabe sur la carte, même pas Nazareth, même pas Akko. Alors l'impression est que ces Arabes vivent parmi nous, ce qui est très effrayant pour les Israéliens. OK? Le Cisjordanie est décoloré, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là. Et dans une carte de population, ça veut dire qu'il n'y a pas de population. C'est pour ça ici, il est écrit une région dont on n'a pas de données. Peut-être il n'y a personne là-bas. On ne sait pas. Et ça, c'est l'année 2000. Qui lit? C'est dans quelle classe? La carte, c'est dans quelle classe? Ah, quelle classe? Oui, quel niveau de... Quel niveau? Je crois que 8e, 9e. Ok. Donc ça doit être... L'école élémentaire, quoi, non? Ouais. Non, c'est déjà... Ah, 14, d'accord. C'est Ok. 4e, 3e, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, c'est 4e. Peut-être 14, oui. C'est ça, je crois qu'il arrête la géographie. OK. Maintenant, un autre moyen de légitimation est de se servir de ce qu'on appelle carte mentale, parce que personne de nous, et vous avez tous lu Baudrillard, personne de nous connaît le pays. On connaît
son pays par les cartes. Et c'est ça ce que nous avons. Alors, on se sert des cartes pour transmettre des idéologies et des idées comme on veut. Qui veut lire? Alors donc c'est issu de Géographie de la Terre d'Israël, publié en 2003. Légitimation de la marginalisation par des cartes mentales, centre et périphérie, donc avec un extrait. Les villages arabes sont loin du centre et ils ont été tenus en dehors des processus de changement et de développement. Ils sont à peine en prise avec la vie moderne et ont des difficultés pour être connectés aux réseaux d'eau et d'électricité. Voilà. Ça, c'est pris d'un manuel scolaire de géographie de la Terre d'Israël. Et légitimation du régime militaire. Vous voulez lire? Le gouvernement militaire a aidé les colonies juives dans tout le pays à empêcher les Arabes d'occuper les terres vacantes en 2013. Oui. Le régime militaire, depuis 1948 jusqu'à 66, 67, et vous savez que tous les Arabes citoyens d'Israël vivaient sous un régime militaire, sur un siège permanent. Et voilà, ça a aidé les Juifs, oui, s'emparer de tout le pays et empêcher les Arabes d'occuper des terres vacantes. Qu'est-ce que ça veut dire des terres vacantes? C'est-à-dire les terres d'État, les terres confisquées de ces Arabes-là. Maintenant, je vais dire la loi de citoyenneté qui avait beaucoup de phases, mais finalement, à 2018, il a pris sa phase, je crois, sa dernière phase. Et une des choses là-bas est que si un couple dont l'un est citoyen israélien et l'autre arrive des territoires occupés, se marient, ils ne peuvent pas vivre ensemble, ni ici ni là-bas. Ça crée beaucoup de problèmes, bien sûr, parce qu'il y a milliers de familles dont l'un des parents est illégal, etc. Maintenant, ce livre-là d'éducation civique justifie la loi auprès des élèves. Vous voulez lire? La loi dénie la citoyenneté aux Palestiniens qui vivent en Judée et Samarie ou à Gaza et qui se marient à des citoyens israéliens. Certains défendent la loi au nom de la défense de la démocratie et le droit d'Israël d'éliminer le danger d'attaques terroristes. Certains louent la loi pour des raisons nationales et la nécessité d'empêcher l'immigration palestinienne et de garder le caractère juif de l'État. La Cour suprême a décrété que cette loi était inconstitutionnelle, mais a rejeté la pétition contre elle sous le prétexte que c'était une loi d'urgence et respect pour les droits humains ne dit pas un suicide national. Voilà les raisons de légitimation, de justification de ces lois totalement racistes. Et légitimation de nettoyage ethnique. Comment est-ce qu'on légitime dans les manuels scolaires le nettoyage ethnique de la Palestine? Qui veut lire? Alors, d'un point de vue juif, le plan D a été un grand succès. Il a renforcé la puissance militaire de la communauté juive, il a créé une continuité territoriale juive comme atout stratégique, il a eu des effets positifs à un niveau diplomatique en convainquant les Américains et les Russes que la communauté juive est militairement forte et peut se défendre en elle-même. Oui, le plan D, c'était le plan de nettoyage ethnique entre Tel Aviv et Jérusalem. Tous les villages là-bas. Continuez. Légitimation des expulsions. Dans le contexte du plan D, il y a eu parfois un ordre pour conquérir et expulser la population. L'expulsion a été faite à la fois directement et indirectement en répandant des rumeurs sur des atrocités commises par des juifs. Ces rumeurs ont causé des exodes massifs. Ce qui est très bon. Dans le discours israélien, ces exodes-là sont très bons parce qu'ils permettent de garder une majorité juive. Et justification de la discrimination dans le manuel d'instruction civique. Et comment est-ce qu'on explique aux enfants que tout cela est bien légal?
ou est bien accepté. Ça, c'est un autre livre d'études civiques qui veut lire. Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Israël soit compris comme une société civile de citoyens et le fait que plusieurs minorités ethnoculturelles y cohabitent, mais la seule nation qui jouit d'autodétermination est la nation juive. Oui, il n'y a pas de contradiction, et comme vous voulez ici, par le syntaxe, et ça ne pose pas une possibilité de discussion. Oui, il n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est tout. Donc les élèves ne posent jamais de questions, en fait. Oui, peut-être. Non, mais une Et- bonne question, Béatrice. Hein. Bonne, C'est intéressant parce que c'est une question. la question de la réflexion. Oui, Comment? Manel, tu disais quoi, Manel? Non, mais c'est intéressant parce que ça, c'est une question d'un point de vue où moi, quand j'enseigne en classe, c'est une question qui est posée de pourquoi c'est une démocratie et est-ce que c'est possible. Enfin, moi, mais c'est des élèves, en fait, ils n'arrivent pas à mettre les termes, mais ils posent la question en France, les élèves à qui j'enseigne, de la contradiction entre une démocratie qui exclut une partie de sa population. Voilà, enfin, bref. Du coup, je trouve que voilà, c'est intéressant de savoir est-ce qu'il y a enfin, est-ce qu'ils ne se posent pas des questions, les élèves aussi, qui Ouais. reçoivent cela. Oui, surtout qu'ils ont accès aussi ils sont comme tous les enfants du monde, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils ont quand même un esprit critique qui peut se développer par ailleurs. Oui, par ailleurs, ils ont d'autres discours que le discours scolaire, donc c'est aussi, ça pose la question. Ouais, mais- Si vous me montrez des enfants de 13, 14, 15 ans qui utilisent l'Internet, l'Instagram et l'autre gramme pour vérifier le fait qu'ils apprennent à l'école, je vous donne le prix Nobel. Non, pas pour vérifier, mais justement comme une autre source. Non, ils le font pas. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est passer l'examen. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui s'intéressent vraiment à ça? Très peu. En France, on a quand même, on a des jeunes qui sont assez politisés parfois, hein, qui s'intéressent aux questions, à la question de la Palestine, à la question de l'antiracisme, à la question de la justice sociale. Oui, on en parlera, puis de plein d'autres sujets par ailleurs, en tout cas qui sont traversés mais par ces questions. Je ne crois pas que les enfants en France vont chercher dans l'Internet les atrocités commises par la France en Afrique, par exemple. Ça ne l'intéresse pas. Non, Ils veulent passer l'examen. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. C'est un débat. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ça dépend, ça dépend des enfants. Mais le contexte scolaire aussi, par ailleurs. Mais bon, on avance. Alors, du coup, blâmer la victime. On continue? De toute façon, c'est la victime qui est toujours coupable. Oui, lisez. Alors, blâmer la victime. La tentative des Palestiniens pour faire porter à Israël toute la responsabilité des résultats de la guerre manque de toute base morale. Quand vous allez à la guerre, vous ne pouvez pas vous lamenter de votre défaite. Oui, c'est un livre. Les Arabes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'être allés combattre les Juifs pour leur propre perte. Ça me fait mal de dire ça. C'est dur. Ils nous en font quelque chose. Hein. C'est ça l'esprit de tous les livres. Oui, c'est eux. C'est leur faute. Ils ont commencé. Même aujourd'hui, on dit ça. C'est eux qui ont commencé. Oui, c'est eux qui ont fait le 7 octobre, par exemple. Alors, qui ne plaignent pas. Bon. Maintenant, quand on veut persuader des enfants et la population et le public que l'oppression, la discrimination, l'élimination est juste, on utilise le discours raciste. Ça, c'était très apparent dans tous les régimes colonialistes, et vous savez ça de votre propre histoire. Le racisme verbal et visuel, oui, des Africains, des Indiens, etc. Alors, oui, qui veut lire ça avec le titre? L'éducation et la culture israélienne promeuvent un racisme d'élite. Le racisme répété dans les journaux, les manuels scolaires, les conférences universitaires, les discours politiques et les débats parlementaires. Ce racisme est alors mis en œuvre dans le champ social. Oui. Alors, ce n'est pas un racisme qui vient d'en bas. C'est un racisme qui est imposé d'en haut. Comme ici. Continuez. Oui, un racisme systémique.
Le Ouais. racisme s'inscrit lui-même dans des pratiques, violence, mépris, intolérance, humiliation et exploitation, dans des discours et des représentations qui sont des élaborations intellectuelles du besoin de purifier le corps social, de préserver sa propre ou notre identité de toutes les formes de mixité ou d'invasion. Oui, ça, c'est Balibar. Il C'est parle Balibar. pas d'Israël, il parle justement de la France, je crois, mais Mhm. voilà, c'est ça. Oui, c'est la même chose. Oui. Alors, le racisme est visuel, par exemple, oui. Et vous voyez ici de la population juive face aux Arabes. Alors, il y a ici les Juifs, Jews and others, Juifs et autres. Qui sont ces autres? On va parler tout de suite. Et ces gens-là, ils n'ont pas de signe juif. Oui, ce sont des gens. Mais les Arabes sont représentés par deux caricatures racistes, comme vous voyez ici. Ce Ali Baba qui n'existe aucun part et son chameau avec la femme, etc. Oui, on m'entend? Et ça montre une démographie plus rapide, avec un plus grand nombre d'enfants. Quand on regarde les deux pyramides des âges, Oui, il y a forcément une manière d'inquiéter la population juive en voyant Oui. à quel point la population arabe a beaucoup plus d'enfants oui, c'est ça. et dans une dynamique démographique plus forte. Oui, voilà. Mais ils disent ici Jews and others. Qui sont les others? Qui sont les autres? S'ils ne sont pas les Arabes. Alors, ces autres-là sont les Russes non juifs qui venaient en Israël, mais eux, ils méritent d'être inclus dans notre groupe. Mais les enfants ne savent pas ça. Ils disent Jews and others. Voilà encore une fois la même caricature pour représenter la population, les citoyens arabes israéliens, qui veut dire, et ça, c'est ce qui est écrit au-dessous de. Et alors, icône raciste, c'est un peu dur. Les Arabes refusent de vivre dans de grands immeubles et s'obstinent à vivre dans des maisons construites de plein pied. Ah, Ouais, voilà. dis donc, ces Arabes, ils en font des bêtises. Pour les Juifs, on dit que ces maisons-là témoignent une bonne qualité de vie. Juste après, un autre chapitre. C'est très différent en France où les Arabes en question peuvent vivre dans des tours de 20 étages. Voilà, de 30, et puis ils ne vivent pas dans les maisons de plein pied. En France, t'es un sauvage si tu vis au 14e étage, pas si tu vis au rez-de-chaussée. Non, mais en France, ils sont des immigrés. En Palestine, ils sont les autochtones. Oui, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire un discours raciste? Ça veut dire présenter les aspects négatifs des autres comme si c'était dans leur sang. Qui veut lire ça? Alors, la société arabe est traditionnelle et résiste au changement par sa nature en hésitant à adopter des nouveautés. La modernisation leur semble dangereuse. Ça, c'est dans un manuel de géographie de 2003. Continuez avec le titre. C'est étrange parce que ça ressemble beaucoup à des discours coloniaux sur les Arabes qui ont Oui. été produits par la France ou par d'autres. Enfin, cette idée que les Arabes est un groupe qui refuse la modernité. Enfin, c'est quelque chose qui traverse. Bon, voilà. Mais d'ailleurs, qui traverse toujours le discours raciste, hein, qu'on est des arriérés, qu'on est des moyenâgeux, qu'on est contre le progrès. Bon. Décrire les citoyens palestiniens comme des parasites. Aménagement du territoire en usage dans le secteur arabe. Dans le secteur juif, il n'y a pas de difficulté à attribuer certains terrains privés pour des bâtiments publics. Dans le secteur arabe, il y a l'hypothèse que tous les besoins en services publics doivent être issus des réserves de terre de l'État. Ils ne désirent rien donner pour le bien public. C'est-à-dire, ils ne veulent pas donner plus de terre. Oui. Mais ils en ont voilà, pas. c'est comme ça que c'est présenté. Et continuez. Palestiniens comme hors la loi légitimer les démolitions de maisons.
Construction illégale dans les villages arabes. La plupart des maisons arabes illégales sont construites sur des terres municipales et des terres agricoles qui, de par la loi israélienne, appartiennent à l'État. La construction illégale est aussi le résultat du désir d'échapper aux taxes pour le permis de construire. Ah bah oui, parce qu'ils aiment... Ah bah oui, toujours, c'est des voleurs. Depuis 1948, il n'y avait presque pas un permis de construire donné à la population arabe. Alors, quand ils veulent construire quelque chose, la famille grandit, etc., ils sont obligés de le faire d'une façon illégale. Alors, on continue. Ouais. Maintenant, la légitimation des massacres. Des Arabes, après le massacre De Deir De Deir Yassin, voilà. Yassin. c'est ça, Yassin. Yassine, a résolu un problème démographique terrifiant. Et même une personne aussi modérée que le premier président, Weizmann, en a parlé comme d'un miracle. Oui, ça c'est toujours Barnaby. Oui, et comme on a vu avant, la fuite ou l'exode des Palestiniens qui a été causé par le massacre de Deir Yassin était une bénédiction pour la population juive et même une personne modérée comme Weizmann en a parlé comme un miracle. Alors, on ne justifie pas le massacre. On ne dit pas que c'était bon qu'ils sont morts. Mais les conséquences légitimes, le massacre. Il y a une oui, c'est la différence. fuite qui est valorisée, c'est pas... Voilà, la fuite qui a été la conséquence du massacre nous a aidé beaucoup. Bah, c'est un peu la même chose qu'il y a depuis le 7 octobre. Il y avait une fuite sans massacre, ça aurait été la même chose. Mais malheureusement, il fallait le massacre. Alors, on ne justifie pas la tuerie, mais on trouve toujours les conséquences qui, a posteriori, légitiment ces actes. Parce que, par exemple, le massacre de Deir Yassin est discuté jusqu'à aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas un massacre qu'on a accepté, même aujourd'hui. Alors, mais il faut donner une légitimation aux enfants. Pourquoi? Ça a été quelque chose qui nous a mené des résultats positifs, quelque chose comme ça. Oui, alors c'est ça la légitimation, c'est pas la justification. Ok, lisez. Explication technique, aucun témoignage de victime. Les Palestiniens meurent toujours soit parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur disait de faire, soit par erreur. Le haut-parleur... nous avons vu ça, nous avons vu ça à Gaza aussi. On leur a dit de quitter. Ils ne sont pas quittés. Oui, c'est la même chose. Oui, on a entendu ce discours des mois et des mois. Hein. Oui, le même argument. Alors, lisez. Le haut-parleur qui invitait les habitants de Deir Yassin à partir n'a pas fonctionné. Les gens n'ont pas quitté le village et c'est la raison pour laquelle le nombre de victimes parmi eux a été si élevé. Les soldats ne savaient pas que les gens se cachaient dans leur maison cette nuit-là. Se cachaient dans leur maison? Oui. Ah oui. Oui, ça c'est un autre massacre de Kibia. Oui, ils ont démoli toutes les maisons sur les habitants. Mais ils ne savaient pas qu'ils se cachaient dans les Vous n'avez pas vérifié. Les maisons cette nuit-là. Et d'ailleurs, c'est l'excuse que le Premier ministre Ben Gurion a donnée à la Knesset. Oui, qu'ils se cachaient dans leur maison. Bon. Et alors, comme je dis, on légitime par une explication de conséquences. Oui, les conséquences étaient favoris. Ça ne dit pas que nous sommes heureux qu'il y a des gens qui ont été tués. Oui, vous voulez lire? Focalisation sur les effets, donc. Légitimation par l'utilisation de l'explication des conséquences du massacre de Kibia. Le massacre d'innocents palestiniens dans leur maison provoqua un surcroît de confiance aux Juifs dans leur maison, et les représailles ont restauré le moral et la dignité de l'armée
et l'aida à devenir une vigoureuse armée de dissuasion dont le bras étendu pouvait atteindre l'ennemi profondément dans son propre territoire. Oui, alors les conséquences étaient favorables. Et pour la population juive et pour l'armée. Du massacre d'un village qui était en Jordanie. Là, on Ok. continue. La revendication générale des rapports concernant les expulsions et les massacres. Hein, donc, je lis, un résultat positif, pour nous, peut permettre de tolérer ou de négliger un mal commis envers eux, ou bien autant de douleur qui leur est infligée est tolérable si elle prévient une plus grande douleur pour nous. Ça, c'est important, ça, Nourit. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai pris de Zizek. Il Ah, fallait c'est Zizek. écrire Zizek ici, oui. Et puis, toujours pour renforcer cet argument, il y a toujours une éloge aux soldats qui ont commis le massacre. Lisez ça. Estime sociale et reconnaissance des auteurs des massacres. Les soldats étaient dotés d'un courage extraordinaire, de capacités d'improvisation, de persévérance dans les conditions les plus dures, de ténacité, de loyauté envers leurs camarades blessés, et ils ont créé le mythe du soldat combattant au sein de l'Israel Defense Forces, c'est ça? De défense de Israélienne? l'armée israélienne, on ne dit pas défense. Force de défense. Vous n'avez pas de défense? Oui, parce qu'il y a IDF. c'est Oui, pour oui, ça. je sais, mais nous, on ne dit pas. Ah. Non, bah pardon, Israël excusez-moi. Traduction directe. Oui, oui. Et Non, l'armée- l'armée israélienne. L'armée israélienne. Mm. Yeah. Alors, l'idée est que des gens qui sont tellement adroits, qui sont tellement loyaux, qui ont un tel esprit de corps, oui, ne peuvent pas commettre du mal sans raison. C'est ça, Oui, c'est pas sans raison. ok? Les gens tellement magnifiques, s'ils commettent un massacre, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Voilà. C'est ça le message de cet extrait. Oui, Comme dans le discours général et politique, dans les manuels scolaires israéliens, les Palestiniens sont confondus avec les nazis allemands. Ah, ça, oui, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre. Oui. ça, c'est très important. On l'a entendu depuis 7 octobre tout le temps, que c'était comme la Shoah, que c'était un crime de haine, C'est un pogrom. un crime antisémite, etc., etc. Mais le premier, comme je vous ai dit avant, qui a prononcé cette phrase était Ben Gurion. Il a dit qu'il va accepter l'argent de l'Allemagne pour nous protéger des Arabes nazis. Et depuis là, ok, qui veut lire? Israël est le seul refuge sûr pour la nation persécutée et les victimes héréditaires. Les étudiants comprendront que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs n'avaient pas d'État. La création de l'État d'Israël garantit notre sécurité et notre sûreté. Nous sommes en conflit avec les pays voisins et avec tous les pays arabes, mais maintenant, nous pouvons nous défendre. C'est dans le guide des enseignants pour la 2e année. En 2020. Deuxième année, pour les enfants de 7 ans. Maintenant, ça, 7 ans, d'accord. Ah oui, quand même. oui, ça nous rappelle les discours du Premier ministre, des ministres, etc. Au jour de l'Holocauste en Israël, ils disent toujours, vous qui voulez nous exterminer il y a 80 ans, aujourd'hui, nous pouvons nous défendre. Mais ils ne parlent pas aux Allemands, ils parlent aux Arabes. Alors, ils confondent les Allemands avec les Arabes. Les Arabes sont les nouveaux exterminateurs potentiels de Juifs. C'est ça. Et aussi, les enfants apprennent que la raison pour laquelle il y avait la Shoah était
que les Juifs n'ont pas eu un État et une armée. C'est dans tous les livres sur la Shoah, c'est un argument très fort. C'est pour ça qu'il y avait un Holocauste. Et qui veut lire? Les attaques terroristes palestiniennes sont transformées d'actes de résistance à l'occupation israélienne en crimes antisémites odieux. Lors de l'examen final d'histoire de 2022, la question suivante est apparue dans la section intitulée La formation de la mémoire de l'Holocauste. Considérez les attentats terroristes palestiniens suivants. Choisissez l'un de ces événements et expliquez son impact sur la formation de la mémoire de l'Holocauste. Alors, ce qui a permis la formation du mémoire de l'Holocauste était les attentats terroristes palestiniens. Oui. Et maintenant, il donne une liste des attentats et après chaque événement, ils disent la même chose. Lisez. Ça, c'est un livre sur l'histoire qui prépare les étudiants à l'examen final, l'âge de 18 ans. Et dans le chapitre qui s'appelle de la mémoire de l'Holocauste, il n'y a rien que les attentats terroristes palestiniens. Qui veut lire? Dans les deux guerres 1967-1973 et lors des attaques terroristes palestiniennes, les Israéliens ont éprouvé la perte, le deuil et le danger existentiel, ce qui leur a permis de s'identifier plus facilement aux survivants de l'Holocauste. Mais c'est la même chose que le même discours qu'il y a depuis le 7 octobre. C'est pour ça que je dis pour politique, sociale et aussi éducatif. Et là, c'est le discours qu'on a en France aussi. Hein. Oui, C'est vraiment ce vers quoi on va depuis 2 ans, que ce soit dans les grands médias ou même dans la bouche du gouvernement, cette confusion qui... Ça, c'est un livre scolaire, encore une fois, un livre d'histoire. Qui veut lire? Le détournement d'un agent d'Air France à Entebbe, par des terroristes palestiniens en 1976. Comme d'autres attentats terroristes, cet événement a également mis en évidence la faiblesse et la vulnérabilité des Israéliens face à leurs ennemis et a permis à de nombreux Israéliens de s'identifier aux survivants de l'Holocauste et d'être attentifs à leur histoire. 2 des pirates de l'air étaient allemands et les terroristes ont séparé les passagers juifs de tous les autres, ce qui a renforcé le sentiment de persécution. Oui, ça nous rappelle Auschwitz. Ouais. Donc ça, c'est un manuel d'histoire. On est toujours dans les manuels, hein, que les gens comprennent bien. C'est des extraits de manuels scolaires. Hein, parce que là, de différents âges. C'est ça le livre. Voilà, Voyage dans le temps, c'est un manuel scolaire lisable. D'accord. Ouais. Conclusion, qui veut lire? Conclusion. Les manuels scolaires israéliens enjoignent les étudiants d'ignorer le drame de l'autre, autant les victimes que leurs circonstances, à mépriser les lois et les décisions internationales, à avoir un regard prospectif sur les injustices pour envisager les conséquences favorables pour la nation israélienne juive. Ils enseignent le discours de pouvoir des politiciens et des généraux et mettent en jeu la discipline politique de la vérité. Ça, c'est une citation de Caroline Coffin qui a étudié des manuels scolaires australiens. Voilà, fini. Moi, merci beaucoup, Norit. Il y a un mot que toi, tu n'utilises pas, qui pourtant, moi, vient tout de suite dans mon esprit quand je t'écoute, c'est propagande. Le mot propagande. Comment? Le mot propagande. Je vois que toi... C'est toujours propagande, dans tous les pays. C'est pas Voilà. un cas israélien, oui. Le fait que l'État produit des manuels scolaires et des programmes d'études, c'est toujours la propagande. Donc, bien sûr, l'État, tous les États veulent enseigner un narratif seulement, celui de l'État ou celui de la classe dominante. C'est pour ça, en Israël, par exemple, chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a
une bataille sur les manuels scolaires. C'est Comme en toujours France. La même Et chose. mon livre que vous avez vu au début, Palestine in Israeli School Book, ça s'appelle Propagande dans l'éducation. Oui, mais c'est pas quelque chose qui est exclusif en Israël. Bah, merci beaucoup, Nourit. On va continuer. Alors, toi, tu nous as parlé des manuels israéliens. Non, non. Nourit va rester avec nous pour continuer, puisque on va maintenant parler plutôt des manuels palestiniens, avec le travail de la chercheuse Samira Alayan. Donc, ces dernières années, Samira, ses recherches ont porté sur l'éducation à Jérusalem-Est et sur l'impact des politiques gouvernementales sur ce sujet de l'éducation. Et elle a publié en 2019 un livre qui s'appelle L'éducation à Jérusalem-Est, occupation, pouvoir politique et lutte. Alors, son travail va nous éclairer plus particulièrement sur l'évolution des manuels palestiniens. Et toi, donc, Béatrice, tu es là. Tu es la voix de Samira ce soir. Voilà, qui ne pouvait pas être là et qui s'excuse, bien Voilà, entendu. on lui passe Toutes nos salutations. toutes nos salutations, salutations. un salam profond. Donc, en fait, elle a divisé les manuels scolaires palestiniens en deux périodes. Il y a les manuels scolaires palestiniens, donc avant que les Palestiniens n'obtiennent le contrôle de leur éducation, les programmes scolaires reflétaient les réglementations d'autres pays, puisqu'il y avait une partie qui était jusqu'en 1967. Jusqu'en 1967, Gaza était sous administration égyptienne et la Cisjordanie sous domination jordanienne, ce qui signifie que les élèves palestiniens apprenaient à partir de manuels égyptiens et jordaniens plutôt que d'un programme scolaire représentant leur propre identité culturelle ou nationale. Après l'occupation israélienne en 1967, l'armée israélienne a pris le contrôle de l'éducation palestinienne, ce qui a entraîné la censure des manuels scolaires. Les Palestiniens n'ont pas été autorisés à créer leur propre programme scolaire avant les accords d'Oslo de 1994. Il s'agissait donc d'une avancée majeure qui a donné aux Palestiniens un certain contrôle sur leur système éducatif. Et en 2000, le ministère palestinien de l'Éducation a créé ses propres manuels scolaires entièrement rédigés par des éducateurs palestiniens. Alors, donc, les deux phases dont parle Samira, c'est la période d'Oslo, qu'elle considère être entre 2000 et 2017. La période d'Oslo a vu la création du premier programme scolaire palestinien élaboré donc par des Palestiniens et le ministère a été autorisé à ajouter l'histoire palestinienne, mais à la condition de reconnaître Israël, ainsi que la ligne verte et le plan de partition de l'ONU de 1947. Reflétant l'accord palestinien sur les exigences d'Oslo de 93-94, les manuels scolaires décrivaient l'histoire des Juifs en Palestine et faisaient la distinction entre le judaïsme et le sionisme. Donc, les manuels scolaires de cette première phase, Israël a continué d'exercer une influence sur l'éducation, en particulier à Jérusalem-Est, où les manuels scolaires ont été censurés. Les symboles palestiniens ont été effacés par les autorités palestiniennes qui ont laissé des pages blanches dans les livres. En conséquence, Israël a continué de contrôler ce que les élèves étaient autorisés à voir, même si les Palestiniens ont créé leur propre programme scolaire et manuel scolaire. Voilà les pages blanches. Oui. Alors, donc les manuels scolaires de la première phase abordaient et respectaient le cadre d'Oslo, ce qui signifiait qu'ils incluaient des références à l'histoire juive en Palestine et des cartes reconnaissant Israël comme un État. Alors, les manuels scolaires de la première phase abordaient et respectaient le cadre d'Oslo, ce qui signifiait qu'ils incluaient des références à l'histoire juive en Palestine et des cartes reconnaissant Israël comme un État. Donc ça, c'est les cartes. Les autres cartes, donc on revient sur la diapo suivante. Voilà. Donc là, le chapitre sur le sionisme, on voit que ça a été partiellement censuré dans la version israélienne. Puisqu'à droite, il y a une partie blanche. La photo suivante. Voilà, donc là, il y a la version originale. Et dans la version censurée, la partie haute a été supprimée. Alors, on voit bien, c'est le symbole qui est enlevé, c'est ça? Oui, C'est le Voilà. symbole. c'est le symbole. Tout à fait.
La photo suivante. Donc là, le chapitre entier a été supprimé. Non, ça, c'est la version originale. Oui, et Maintenant, après, la la photo suivante, le chapitre entier Voilà. a été supprimé. Oui, tout à fait. Comme dessiné. Ils peuvent dessiner. Alors, aux anti-sèches. Donc, la première édition des manuels scolaires palestiniens visait à renforcer l'identité nationale palestinienne tout en faisant la distinction entre le judaïsme en tant que religion et le sionisme en tant qu'idéologie politique. Les manuels reconnaissaient le judaïsme et le peuple juif en tant que communauté et incluaient Israël sur les cartes, reflétant l'influence des accords d'Oslo et le concept d'une solution à deux États. Il n'y avait aucune description raciste ou stéréotypée des Juifs ou des Israéliens dans les manuels, et l'autre était le mouvement sioniste qui était présenté dans le cadre plus large du colonialisme. Mais ça, c'est tellement important ce que Ouais. tu dis, Béatrice. Oui, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient étonnés d'apprendre qu'au départ, comme tu dis, il n'y avait pas de description raciste. C'était vraiment le sionisme, même dans les mots, dans tout. Et que le sionisme était abordé seulement dans son rapport au colonialisme. Du colonialisme européen. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, la réponse de la censure et de l'occupation, il y a eu une deuxième phase dans les manuels scolaires palestiniens. Donc, la censure israélienne a continué d'être présente dans les manuels scolaires palestiniens. Certains termes, récits et interprétations historiques ont été jugés inacceptables par les autorités israéliennes. Donc, ces interventions ont poussé le ministère palestinien de l'Éducation à réviser, modifier ou supprimer certains chapitres et définitions, ce qui a finalement façonné la transition vers la deuxième phase du programme scolaire. Donc là, Qui est- les dates, rappelle les dates. Oui, Ah, voilà. c'est Ouais, maintenant, ouais, ouais. qui ont commencé donc en 2018 et c'est jusqu'à aujourd'hui. Un changement important s'est produit donc en 2018. De nouveaux manuels scolaires mettant l'accent sur l'identité palestinienne, la mémoire collective et le débat anticolonialiste ont été introduits, donc on voit bien l'évolution dans les trois images, par le ministère de l'Éducation palestinien. Des études montrent que ces manuels doivent être compris comme une extension de la lutte palestinienne pour la construction d'une nation et l'autodétermination. Donc c'est une rupture par rapport au cadre précédent d'Oslo qui mettait l'accent sur la Palestine historique et définissait l'autre selon ses propres termes, c'est-à-dire les termes de l'autre. Donc ces nouveaux manuels scolaires mettaient l'accent sur l'identité et l'héritage palestinien, la Palestine historique, Jérusalem comme capitale de la Palestine et l'opposition aux tactiques coloniales. On peut mettre l'image suivante. Attends, moi j'ai une question. Oui, Sur les manuels scolaires, la rupture, c'est une rupture qui est faite par l'autorité palestinienne. Oui. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est seulement pour les territoires de West Bank ou est-ce que c'est pour Gaza? Enfin, moi, je me pose la question, ces manuels-là, ils sont... non, c'est l'autorité palestinienne. Je pense que c'est que la Cisjordanie et Jérusalem-Est, c'est ça. c'est ça. Et Gaza. Oui. Hein? Ah, c'est Et Gaza, et Gaza. Jérusalem-Est et Gaza. Gaza aussi. D'accord. Gaza aussi, bien sûr. Donc, c'est les mêmes programmes. Ça, c'est intéressant parce que même en dépit de la discontinuité géographique, C'était les mêmes programmes. c'était le même programme, alors que en dépit de la rupture politique qui existe entre Oui. Gaza et la Cisjordanie. Et le même baccalauréat. Et le même baccalauréat. D'accord, non, mais c'est hyper intéressant. Je ne savais pas. Donc là, il y a une continuité dans l'enseignement, en fait. Regardez aussi les couleurs qui ont changé. C'est très intéressant. Les couleurs, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voyez, vous, Le comme couleur de l'édition, de la deuxième édition, c'est la couleur du drapeau palestinien. Ouais, Oui, on voit oui. que ça change à partir Première, Oui. Maintenant, Avant, c'était neutre. Le problème, c'était la censure, l'identité et la contestation. Donc, la censure israélienne s'est intensifiée à mesure que l'identité s'affirmait. Donc, dans le temps. À Jérusalem-Est, Israël a non seulement supprimé du contenu, mais aussi remplacé des éléments sans l'accord des auteurs, violant ainsi les normes éthiques. Par exemple, les leçons sur les effets de l'occupation à Jérusalem ont été supprimées
et remplacées par des descriptions d'une coexistence pacifique qui s'appuyait davantage sur le symbolisme religieux que sur le contexte historique. Alors, les autres omissions, les autres censures qu'ont faites l'État israélien, c'est les allusions à l'occupation sioniste qu'ils ont supprimées, les enseignements sur le développement des colonies, les informations donc sur la censure et l'oppression que subissaient les Palestiniens, et les activités qui auraient pu inciter les élèves à agir à l'encontre des directives. Elles ont été remplacées par des thèmes apolitiques. Ouais. La photo suivante. C'est toujours le symbole. Oui, on voit bien. Donc, incitation, récit et identité. Donc, on voit bien, ça parle de soi-même, hein. Donc, malgré les allégations d'incitation, les résultats montrent que les manuels palestiniens n'appellent pas à la violence, n'effacent pas le peuple juif, n'incitent pas contre les Israéliens en tant qu'individus. Ils critiquent plutôt le sionisme en tant que mouvement politique qui nie les droits du peuple palestinien. Donc, je crois que ça, c'est très important à bien rappeler. Alors, l'explication révisée donc de la phase d'Oslo. Tout au long de la phase d'Oslo, les manuels scolaires palestiniens ont reconnu Israël, donc je reviens un petit peu, c'est un résumé, ont reconnu la présence historique juive et ont évité toute confrontation politique car l'autorité palestinienne était liée par les accords d'Oslo. Cependant, la réponse d'Israël à cette époque a pris une forme différente. Il a continué à censurer les manuels scolaires palestiniens, supprimant donc tout contenu lié à l'identité nationale palestinienne, à l'histoire et à la mémoire collective. Donc le problème n'était pas que ces manuels faisaient la promotion de l'incitation, notamment par exemple l'incitation à la violence, mais qu'ils ne reflétaient pas le récit qu'Israël cherchait à imposer. Et par contre, donc ce qu'on a vu dans la seconde phase, les manuels scolaires ont réagi à des décennies d'élimination. Leur objectif était de reconstruire l'identité et non de cibler les Israéliens. Dans une interview accordée au ministère palestinien de l'Éducation en 2022, il a été déclaré « Notre devoir est de présenter aux élèves palestiniens le récit palestinien et de renforcer leur identité nationale. » Au cours donc de cette deuxième phase, la réponse palestinienne est devenue plus affirmée. Les manuels scolaires ont supprimé les références à Israël et à l'histoire juive pour parler à la place de l'occupant et des colonies. Ce changement reflète une dynamique miroir. La censure et l'effacement de l'identité palestinienne lors des phases précédentes ont contribué à une réaction parallèle dans le programme scolaire palestinien. Les résultats montrent que les manuels scolaires, tant en Israël qu'en Palestine, ne sont pas seulement des outils pédagogiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi des instruments de pouvoir, de construction identitaire et de lutte narrative. Voilà. Peut-être tu veux rajouter quelque chose, Nourit? Et oui, la censure n'arrive pas seulement d'Israël, c'est-à-dire la publication de ce manuel dépend au budget donné par l'Union européenne. Et chaque fois que quelqu'un dit quelque chose sur le manuel scolaire palestinien, il menace d'arrêter le budget. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire l'Union européenne travaille pour Israël. Oui. Oui. Je rappelle que c'était donc c'est le travail de Samira, Samira Alayan, que vous On pouvez. peut mettre la dernière diapo, peut-être, comme ça on voit les références de... Voilà, des livres qu'elle a écrits, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. C'est vraiment son sujet. Donc, si vous avez envie de creuser la question, n'hésitez pas à aller voir, Voilà. ce qu'elle fait. Voilà, il y a toutes les références ici. Et puis, son dernier livre qui est assez récent, qui date d'il y a quelques années sur les manuels. Oui, Manel. Moi, j'ai une question parce que je me pose la question parce que du coup, Nourit, elle travaille sur
le programme scolaire officiel dans les écoles israéliennes, mais qui n'est pas l'enseignement orthodoxe religieux. Mais moi, je sais, il me semble, enfin, je me souviens quand me suis rendue, que les citoyens arabes, les Palestiniens dits de 48, en fait, ne sont pas dans les mêmes écoles, mais ils n'ont pas accès au manuel, je suppose, ils n'ont pas accès au manuel palestinien. Parce que c'est celui de l'autorité palestinienne. Donc, du coup, quelle histoire ils étudient? Enfin, voilà, je me dis, et ces Palestiniens-là, quelle est l'histoire qu'ils étudient? Puisque ils ne sont pas ni dans l'un ni dans l'autre. Il étudie le même programme que les Juifs, seulement ils ont un livre pour chaque classe, pas comme chez nous, qu'on peut choisir d'entre beaucoup, et, et traduit en arabe. Il étudie le narratif sioniste traduit en arabe. D'accord, donc il n'y a pas d'adaptation, il n'y a rien du tout. C'est le narratif sioniste, mais traduit en arabe. Il y a des adaptations pour qu'il ne se révolte pas, oui, mais Non, mais c'est intéressant parce que vous savez que, par exemple, en France, dans les programmes scolaires, pas des manuels scolaires, mais il y a aussi des manuels scolaires, par exemple, les élèves qui étudient dans les Antilles françaises, dans la Caraïbe, etc., en Guyane, etc., ils ont un programme adapté, ils ont des chapitres qui concernent leur histoire qu'on considère comme étant particulière, spécifique, que nous, on n'étudie pas. Bon, ça, on en discutera peut-être pourquoi on ne l'étudie pas, mais du coup, il y a cette... c'est pour ça que je posais la question de l'adaptation pour voir si c'était Pour faire le comparatif. Ouais, pour faire le comparatif, parce que Mm. du coup, il y a les mécanismes coloniaux et du contrôle du récit. C'est des choses qu'on retrouve dans d'autres espaces, notamment le nôtre. Donc, je voulais savoir comment était considérée cette population qui était de citoyenneté israélienne, mais qui n'était pas juive et qui est d'ailleurs qui subit des discriminations, et quelle est l'histoire qu'elle étudie. ils n'étudient rien sur eux-mêmes, ils n'étudient rien de leur histoire, ils n'étudient rien de leur littérature, poésie, rien du tout. D'accord. Autre question peut-être, puisque Nourit, tu es là, et puis Béatrice et André, vous allez peut-être pouvoir aussi nous aider à répondre à cette question-là. Curiosité qu'on peut se poser, comment est traitée la question du génocide juif de la Seconde Guerre mondiale dans les manuels israéliens et dans les manuels palestiniens? Comment la destruction des Juifs d'Europe, elle est racontée, elle est transmise aussi bien du côté palestinien que du côté israélien? Est-ce que vous avez des datas là-dessus, c'est intéressant de savoir. Ils font une autre C'est long. émission pour ça. Alors, peut-être de C'est un donner des sujet indications. énorme. Alors, Et oui. mon dernier livre est justement sur cela. Mais je vais dire, une des choses que Samira a étudié, c'est le manque dans les livres palestiniens et de la Shoah. Oui, il ne raconte rien de la Shoah, et la raison qu'il donne, c'est que les Juifs ne racontent rien de la Nakba. Voilà. OK. Et dans le livre israélien, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a une représentation très, comment dirais-je, presque raciste des victimes de la Shoah. Leur vie n'est pas racontée, seulement leur mort, dans une façon qu'une historienne de la Shoah, Hanaya Blanca, a dit que tout ce que nous apprenons à nos enfants, c'est la pornographie du mal. Alors, on ne sait rien de vie de juifs en Europe, on sait seulement qu'ils ont été exterminés, et vous trouverez de détails terribles, terribles, pervers, dans tous les livres, de l'âge très tendre. Et tout ça, on le représente comme les juifs que nous ne voulons pas être. C'est ça. Oui, ce sont les juifs que nous ne voulons pas devenir. Alors, par exemple, avec des photos, et, comment, des respectueux, oui, des photos de corps nus, et des tortures terribles, et des histoires terribles, oui.
Et l'objectif de cette éducation est, comme je dis avant, on éduque les enfants d'Israël vers un holocauste. Oui? Si vous ne faites pas ce que nous voulons aux voisins, on risque d'avoir un nouveau holocauste. Alors, il y a deux choses. D'abord, le dérespect, l'humiliation, la façon humiliante dont on représente les victimes de la Shoah. Et cette idée qui se répète tout le temps. La Shoah est arrivée parce qu'on n'avait pas un État et une armée. Et ça commence à l'âge de 3 ans. Ça commence à l'âge de 3 ans avec, comme je dis, des photos terribles, des histoires odieuses. Et on étudie ces choses-là jusqu'à l'âge de 18 ans. Vers le jour de la Shoah, chaque année, on renforce encore cet enseignement. Et on confond les Allemands nazis avec les Arabes. C'est ça C'est ce que je voulais te poser la d'une façon question. très, très générale, ce qui arrive là-bas. Hein? Oui, on nous parle régulièrement des déclarations de Netanyahou concernant la responsabilité du Moufti de Jérusalem dans, y compris la décision d'Hitler de la solution finale. Est-ce que c'est cette idée que les Arabes étaient dès le départ associés à la solution finale, est-ce que c'est quelque chose que l'on trouve dans les manuels scolaires? Peut-être, ici et là, mais ce n'est pas la chose principale. La chose principale est l'extermination des Juifs avec des détails de toutes les perversités possibles, et des photos humiliantes, terribles, pornographiques, et qu'on on rend les enfants des voyeurs malgré eux, je dirais. Oui, on les rend voyeurs des atrocités, des situations terribles. Et l'objectif est vraiment, et cette éducation-là a commencé après la guerre de 73, quand il y avait une vague d'émigration des jeunes d'Israël à d'autres pays. Parce qu'après cette guerre, il y avait beaucoup de gens qui ont dit, voilà, c'est pas pour nous cette place-là, cet endroit-là. Et on a pensé au ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter cette émigration, pour les forcer à rester. Alors, on va les effrayer tellement qu'ils n'oseraient pas quitter le pays. C'était ça la grande idée. Et voilà. Et ce mépris vraiment vers les victimes est exprimé aussi dans le fait qu'on vous montre une photo de quelqu'un avec le nom de quelqu'un d'autre. On vous raconte un massacre de tel endroit avec le nom de notre endroit, parce que on s'en fout. Oui, on les a exterminés. Ce n'est pas important où et avec qui et par qui. Tout ça n'est pas important. Tout ce qui est important est vraiment de bourrer les enfants avec cette extermination terrible et les faire peur de quitter Israël, parce qu'Israël, c'est l'alternative de la Shoah. C'est ça. Merci Nourit. Et justement, on peut peut-être faire un petit parallèle avec la façon dont le génocide juif est relaté et raconté dans les manuels français. Manel, parce que toi, tu es prof d'histoire et tu parles aussi, par exemple, dans ta contribution, tu parles aussi de ces corps de nuit brouillard, de toutes ces images qui sont mises sous les yeux des élèves pour parler de la façon dont les Juifs ont été génocidés.
Et tu vas plus loin aussi dans ta réflexion, puisque tu expliques que ce serait une avancée si on ne dissociait pas les génocides commis en Europe sur des Européens, notamment sur les Juifs européens, des génocides qui étaient commis au même moment à d'autres endroits hors d'Europe, donc sur des non-blancs. Oui, alors oui, effectivement, du coup, moi, je rejoins Nourit sur, je pense à une échelle qui est beaucoup moindre en France, mais effectivement, moi, dans ma contribution, je parle de la façon dont on présente de toute façon les corps subalternes dans l'iconographie scolaire, dans les manuels scolaires, et particulièrement quand on fait l'étude du génocide des Juifs et de la Shoah en particulier. Et donc, en fait, par exemple, moi, je reprenais dans mon article que moi-même, j'avais vu Nuit et brouillard, et que du coup, mes premières années, j'avais passé ce film donc très célèbre, et qui a été important, qui a été important à un moment donné, je pense, et qui a eu son rôle historique, et qu'à un moment donné, confronté au fait que mes élèves, c'était extrêmement violent de voir ce film, de me poser la question de pourquoi je montrais ces images-là pour expliquer un génocide. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons aussi d'expliquer, notamment de retourner le regard vers les génocidaires aussi, et notamment sur les processus et comment ça s'est déroulé, quelles ont été les décisions et comment ça s'opère, etc. Donc ça a été un retournement dans ma pratique, dans l'enseignement de cette période historique. Et en tout cas, moi, ce que j'analyse sur la Shoah, donc c'est étudié en France, en tout cas dans le secondaire, en troisième et en terminale. Ça prend une place assez considérable. Et dans le programme de spécialité, il y a aussi tout un thème sur la mémoire de la Shoah, donc sur la question de la mémoire. Et comment notamment les personnes juives françaises et autres d'autres nationalités ont été réduites au silence, puis ensuite se sont organisées pour faire vivre cette histoire, etc. Et comment ça a été une bataille de l'intégrer dans les manuels scolaires français, puisque ça a été une vraie bataille. C'est-à-dire que, on va dire, jusqu'aux années 80-90, c'était pas une histoire très enseignée en France. Donc ça, c'est le premier point. Mais à un moment donné, moi, en réfléchissant au processus plus large de racialisation et des violences génocidaires, par exemple, je me suis posé la question, puisque moi, je travaille beaucoup sur les questions anticoloniales, décoloniales, pourquoi on ne fait pas un lien entre le génocide des Juifs et des Tziganes en Europe en 1940-45, et qu'on le met pas en rapport avec le génocide des Herero et des Nama au début du siècle, sachant que on sait qu'il existe qu'il y a un lien, notamment que c'est quelque chose qui avait inspiré le régime nazi, qu'il était connu, etc. Et pourquoi on ne fait pas ce lien-là, alors qu'en fait, il y a eu des crimes coloniaux allemands au moment de la colonisation allemande en Afrique. Et c'est à partir de là que moi, je me suis posé cette question, mais elle n'est pas possible à mettre en œuvre dans le programme tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, notamment par sa chronologie, de mettre en lien finalement ce qui se passe à la fin du XIXe siècle sur toute l'altérisation qui se caractérise à l'extérieur de l'Europe dans l'Empire, et comment après cette racialisation, elle s'opère à l'intérieur de l'Europe auprès d'ennemis dits de l'intérieur, mais qui sont en fait des populations qui résident en Europe depuis la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge, qui sont là depuis très longtemps, mais qui sont vues comme autres depuis très longtemps aussi. Et pourquoi on ne travaille pas cette question de manière structurelle, parce que c'est vrai que c'est une question qui arrive très souvent. Les élèves, ils vous disent: mais pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi en 40. Et en fait, c'est une vraie question, c'est une question importante. Pourquoi on n'en parle qu'en 1940, et pourquoi on ne fait pas une histoire de l'antisémitisme en Europe? Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a des petites touches. Notamment, on étudie l'affaire Dreyfus rapidement en France, parce qu'elle est constitutive, mais on ne l'étudie pas en tant que. Enfin, on l'étudie comme histoire antisémite, mais on l'étudie aussi comme une histoire de la République contre une autre République aussi. Enfin, on l'étudie aussi dans un autre cadre qui n'est pas le cadre de l'histoire des Juifs d'Europe, à mon sens. Et c'est pour ça. Et du coup, on n'a pas une histoire au long cours. Voilà, au long cours. Et après, c'est pour voir la cohérence aussi, Voilà, la cohérence raciste en fait. la cohérence Oui. raciste, et de mettre en lien en fait des histoires qui paraissent singulières mais qui ne le sont pas du tout, et justement de comprendre ce que c'est que le colonialisme et la colonialité à l'extérieur dans l'Europe, mais aussi en Europe. Voilà. Et voilà, c'est cette question-là qui se joue et qui n'est pas du tout facile à mettre en œuvre. Mais moi, je plaiderais, si je devais décider, moi, je plaiderais plutôt pour une histoire pas commune, parce qu'il y a des singularités que moi, je distingue bien quand même, mais je plaiderais pour un rassemblement de ces deux thématiques, un rapprochement en tout cas de ces thématiques dans nos programmes pour mieux comprendre ces histoires-là. Il y a peut-être un endroit où on peut un peu faire ce travail,
c'est au travers de l'éducation morale et civique, dans le MC, où quand on aborde le droit international, on peut aborder la question de la Convention sur la prévention du crime de génocide, et au travers de cela, faire des études comparées à ce niveau-là. C'est juste, mais bien évidemment, sans les possibilités en termes d'horaire que devrait donner un programme dans l'option géopolitique ou dans l'option histoire. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de l'État d'aller vers ce que tu dis. Il y a plus une volonté, au contraire, comme dans les programmes actuels, de traiter les génocides. Enfin, non, même pas les génocides, parce que le génocide dont tu parlais tout à l'heure, personne ne le connaît. Non. Voilà. Non, écoute, redis-le, Vanel. Le génocide des Héros et des Namas, donc durant la colonisation allemande. Sabrina, tu veux nous dire que l'État raciste ne met pas en place une éducation antiraciste. C'est une bonne C'est remarque. pour ça qu'il faut lire le livre Entrée en pédagogie anticoloniale. L'autre chose aussi, en France, en tout cas, moi, ce que je mesure finalement, c'est en fait, on veut circonscrire. J'ai l'impression, ça c'est mon sentiment à moi quand je l'enseigne et de ce que je lis, de ce que je comprends, de comment sont mis en œuvre les programmes et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils ne disent pas. C'est que finalement, en le mettant dans la Seconde Guerre mondiale, c'est comme si ça était un moment exceptionnel dans l'histoire. Voilà, c'était la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des historiens qui se posent la question, est-ce que les génocides étaient quelque chose qui était déjà établi par les nazis dès les années 30, ou est-ce que en fait c'est l'opportunité de la guerre? Voilà, c'est une vraie question que se pose. Il n'y a pas de réponse claire dans la question. Chapoutot dit quand même que c'était inhérent à l'impérialisme. Mais pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, ça inhérent à la notion d'impérialisme. Voilà, ça va. Pour moi, je suis plutôt dans la théorie. Puis moi, je peux plutôt placer historique en me disant, en fait, la logique d'un régime raciste, c'est la violence génocidaire. Enfin, de toute façon, si on laisse dans l'impérialisme et dans le racisme un système politique, de toute façon, il aboutit forcément à un génocide. On est en train de le voir actuellement, voilà. Oui. Donc, mais il y a des historiens qui ont des théories sérieuses, voilà, qui ont écrit des bouquins pour dire oui, c'est parce que c'est exceptionnel, c'est la guerre, c'est parce qu'il y a eu la guerre. Voilà, il n'y aurait pas eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu ça. Voilà, mais du coup, la façon dont c'est mis, c'est que c'est exceptionnel. C'est dans mais ça existait avant que la guerre commence. Oui. En 33 ou avant 39, il y a eu les prémices de ce qu'allait être le génocide. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. À l'école, on n'en parle pas. Et c'est vraiment, nous, on nous dit clairement, c'est inventé. Hein. C'est ça qui est dit dans les programmes. Hein, mais c'est ce que font les Israéliens. Il faut que ce soit vu comme une espèce de coup de folie. Oui. De coup de folie d'un coup qui arrive et ensuite ça se referme et on revient à la normale, on revient à maintenant où tout va bien. Voilà. Oui, mais ça va aussi avec le personnage d'Hitler qui est souvent présenté. Alors, les historiens qui sont sérieux, ils le présentent pas comme ça, mais quand même, il y a quand même cette idée que il était fou. Et voilà, c'était un homme, c'est l'œuvre d'un homme, Hitler, et c'est pas l'œuvre de sa société ou d'une société. C'est pas nous. Voilà. Et de toute façon, c'est toujours, et ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup déconstruire avec les élèves parce que ils sont très nourris de l'idée que c'est de la folie. Et du coup, ça, c'est un vrai travail. C'est pas politique. Et c'est pas politique. Bah oui, la folie n'est pas politique. Et ça, c'est mon enjeu. Devenir faux, c'est politique. Cela dit. Il faut lire le livre de Bauman, Modernity and the Holocaust. Et là, il montre que le Holocauste est une suite de l'âge de lumière. Et Absolument. Très intéressant, oui. Le fait que les hommes pensaient qu'ils peuvent orchestrer tout. Les sociétés, changer les hommes, et changer les sociétés, faire tout ce qu'on peut, et faire des expériments médicaux, etc., etc. Alors il dit, il y a une ligne directe de ces idées illumineuses à Auschwitz. Alors là, on voit que c'était pas une folie, c'était pas quelque chose de tout d'un coup, c'était une suite de quelque chose qui était déjà en Europe. Et c'est très intéressant. C'est Holocaust and Modernity and the Holocaust.
André, tu Et voulais ça dire explique quelque beaucoup de chose. choses. Oui, je l'ai quand même. Le fait que l'Holocauste est unique Mm. et est un génocide de Juifs, c'est une question politique. Vous savez tous la déclaration des Haïra, qu'on ne peut pas comparer l'Holocauste des Juifs aux autres génocides. C'est une discussion très longue et très grave parmi des historiens. Il y a un livre très, très intéressant qui s'appelle Holocaust and the Nakba de Amos Goldberg et Bashir Bashir qu'il faut lire. Alors, c'est une discussion qui est en train d'être menue maintenant. Oui, mais il y a quelque chose qui est intéressant quand on s'intéresse à la question de la violence coloniale et des processus. C'est qu'en fait, il y a, en fait, dans la colonisation européenne, que ce soit celle en Afrique ou qui soit la première, effectivement, en Amérique du Nord, en fait, il y avait déjà eu des génocides dont on ne parle pas, dont on ne parle plus, et des populations qui ont complètement disparu d'ailleurs par la colonisation de peuplement à l'époque. Mais du coup, c'est cette idée c'est unique et ça a été un seul moment dans l'histoire, alors qu'en réalité, c'est structurant depuis 500 ans d'histoire voilà, de colonialisme. Depuis 1492. Voilà, depuis 1492, là, disons-le, et c'est cette permanence qu'il faudrait interroger davantage que l'exceptionnalité. Voilà. Cette malheureuse permanence, peut-être, parce que je dirais pas. Non, Bien sûr. Bah, c'est l'approche des coloniales, hein, Voilà. c'est ça. Hein, c'est Oui. une histoire des coloniales. Ce serait celle-là à l'école. Et Inch'Allah, un jour, ça arrivera. Vous voulez dire quelque chose Non, Vas-y, André. sur cette exceptionnalité, je voudrais dire deux choses. D'abord, ce qui est terrible dans l'évolution des programmes de terminale, c'est qu'on a parfois l'impression que la Deuxième Guerre mondiale, c'est le génocide des Juifs. Je veux dire que, alors que cela devient le sujet, et en plus, ce sujet de la guerre efface finalement toute compréhension géopolitique des conditions dans lesquelles la Deuxième Guerre mondiale a pu exister. La deuxième chose, c'est quelque chose que je crois beaucoup de familles juives ont encore en tête, c'est que pas une seule bombe n'est tombée sur la ligne de chemin de fer qui conduit à Auschwitz. Et s'il y a ça, c'est aussi parce que dans la conception des Alliés, il y avait l'idée de cette folie d'Hitler. Cette idée que le génocide des Juifs, c'était une folie d'Hitler qui concentrait des terribles moyens financiers, de transport, de construction, de police là-dessus, et que donc pendant qu'ils faisaient ça, c'était des forces qu'ils ne consacraient pas à la guerre. Ça, c'est une autre histoire dans laquelle il faudrait entrer. Mais sinon, oui, bien sûr, on va en reparler tout à l'heure, le dernier bouquin d'Olivier Lecourt-Grandmaison sur les orados algériens montre bien que on n'a pas le droit, en France aujourd'hui, de mettre sur le même plan le massacre d'Oradour et les massacres de villages algériens pendant les différentes guerres d'Algérie. Et ça, c'est effectivement, de ce point de vue-là, Nourit a raison, le discours d'État est toujours un discours de justification de sa propre histoire et de son roman national. Je voudrais juste ajouter quelque chose peut-être sur l'enseignement de la Shoah qui m'a percuté il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps, alors que ça fait longtemps que j'enseigne. Et ça a en lien avec ce que dit Nourit, c'est que on présente toujours les Juifs et les Juives comme des victimes absolues qui n'ont pas eu, et donc du coup on invisibilise totalement toute une histoire de la résistance juive. De la résistance juive. Moi, je fais des travaux, mes élèves font des recherches libres sur ça, mais de la résistance juive au ghetto de Varsovie, mais aussi des partisans en Italie, des partisans aussi en Lituanie, des partisans en Ukraine. Enfin, vraiment, il y a toute une histoire en Pologne aussi, toute une histoire en fait, et même au sein même du camp de Auschwitz-Birkenau, puisqu'il y avait les Sonderkommando qui s'étaient révoltés, et donc en fait, il n'y a pas cette transmission, je pense, d'une histoire en fait que même dans un temps
terribles d'adversité et de violence, etc., il y a eu des juifs, en fait, finalement, qui se sont organisés, qui ont tenté de s'organiser de différentes manières et différentes résistances pour tenter de lutter, de survivre, de sauver des gens, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très peu, enfin, qui est quasiment pas présent dans les... Et moi, c'est toujours cette question de l'agentivité des personnes non blanches. C'est humanisant aussi. Voilà. Humanisant de se dire qu'il y avait des gens qui résistaient. En Israël, si. En Israël, au début, on a enseigné que la révolte de Varsovie et des choses pareilles, comme si c'était ça. Et ce que les leaders sionistes ont dit, c'est que ces révoltés et en Varsovie, etc., étaient de nous, oui, étaient une partie de notre peuple. Tandis que ceux qui sont allés comme des moutons comment est-ce qu'on dit, À l'abattoir, ouais. à l'abattoir, oui. Et Ben Gurion a dit, ce n'est pas notre peuple. Je ne veux pas appartenir à ce peuple. Seulement au peuple de ceux qui se sont révoltés. Mais si vous lisez Marek Edelman, qui était un des grands commandants de ces révoltes, il rigole. Il rit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons choisi la façon de mourir. C'est tout. Ce qui était très important au ghetto de Varsovie, c'était les 4 ans et dans lesquels ils ont maintenu des écoles d'activités artistiques, des journaux au risque de leur vie. Et de ça, on ne parle pas. De ça, on ne parle pas. Et le fait qu'ils ont pris quelques fusils pour mourir comme des héros, Marek Edelman dit que c'était tout à fait négligeable. C'est pas ça qu'il faut raconter. Ouais, et les histoires vraiment de survie dans ces conditions terribles, de la survie de la culture, de la survie de l'éducation, etc. De ça, on ne parle jamais. C'est ce qu'essayent de faire les Gazaouis aujourd'hui aussi, de l'éducation des enfants. Oui, et toutes les années, les premiers dans le baccalauréat palestinien, c'était des enfants de Gaza, des étudiants de Gaza. Cette année, je ne sais pas si vous avez vu ça, une fille qui a étudié, je sais pas, elle a trouvé à la lumière de son téléphone, etc. Elle n'avait pas de cahier, elle n'avait pas de papier sur lesquels écrire. Alors, elle a coupé des morceaux, des cartons, des boîtes de toutes sortes de choses. Elle a écrit tout ce qu'il fallait écrire et mémoriser pour le Tawjia, c'est ça leur baccalauréat. Elle a été la première, elle a reçu la plus haute marque dans le baccalauréat palestinien cette année-là. Et il y a des photos de cette fille avec ces pièces de carton qu'elle étudie. Alors Gaza était toujours la première dans les études de l'excellence d'études à l'école, au lycée palestinien. Et même cette année. Merci, De ça, Nourit. il faut parler. Il faut parler de ça. Et pas De la vie, Oui, de la résistance, la résistance pas armée, la résistance culturelle, la résistance de toutes les manières. Oui, mais la résistance artistique. juive, et les Français, moi, j'ai traduit il y a quelques années une partie de l'encyclopédie de la résistance, quelque chose comme ça. Et l'argument était que si on dit résistance juive et résistance générale, et c'est un discours raciste. Il ne faut pas dire résistance juive et résistance autre. Il faut dire résistance. Ah, c'est la résistance. Et il ne voulait pas, oui. il ne voulait pas, oui. Il ne voulait pas définir résistance comme juive ou pas juive.